bienvenue dans l'émission Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des messages différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mohamed Cohen, chirurgien et écrivain. Bonjour et bienvenue dans l'émission Interview sur RTV en ce mois sacré de Ramadan. Avant tout, Ramadan Moubarak à tout le monde. Ramadan Moubarak, docteur Mohamed Cohen, et bienvenue sur RTV. Merci infiniment, je suis très content de participer à cette émission. Et Ramadan Moubarak, comme vous dites, à tout le monde et à tous vos éditeurs et vos spectateurs. Alors, docteur Cohen, on va apprendre à vous connaître. Donc, on aimerait connaître, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler de vos livres, de vos romans. Apprendre à vous connaître. Parlez-nous justement de votre parcours personnel qui vous a amené à devenir, avant d'être écrivain, de devenir chirurgien. Oui, écoutez, c'est un rêve d'enfant. Depuis mon très jeune âge, j'ai caressé ce désir de devenir effectivement médecin et puis chirurgien, animé par la volonté d'aider les gens, d'être tout près des humains. Et puis j'ai fait tout pour le devenir. Je suis né à Fès, j'ai fait des études classiques, traditionnelles, scientifiques. Et puis après mon bac, je me suis inscrit à la fac de médecine de Casablanca, où j'ai fait tout mon cursus de médecine générale. Et ensuite, j'ai passé le concours en France pour être chirurgien. Et heureusement, j'ai été admis et j'ai bénéficié d'une formation assez sérieuse, chapeautée par un patron qui m'avait transmis, en dehors du côté scientifique et du contact avec le malade, des valeurs humanistes, des valeurs très importantes pour notre vie. Enfin bon, voilà. Et après avoir été donc chef de clinique, puis chef de service dans un hôpital nantais, je suis retourné au Maroc pour exercer mon activité, ce qu'on peut appeler aussi un art chirurgical. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres médecins qui vous ont motivé et qui ont été des modèles pour vous? Non du tout. Alors mon modèle, c'était un voisin. J'habitais à Marrakech, je devais avoir 8 ou 10 ans, et en face de chez moi, en fait, j'avais un chirurgien qui était aimé, admiré, respecté par toute la population de la ville de Marrakech. J'étais copain avec son fils et je le voyais faire sa vie, et je me suis inspiré de ce personnage-là. Donc en fait, c'est l'amour des gens pour ce voisin-là qui vous a inspiré aussi vous. C'est cette envie d'aider l'autre, d'aider votre prochain, ce côté humaniste que vous avez en vous. Je crois que c'est important. C'est important. On vit en société, on vit avec des êtres humains, et je pense que les aimer, c'est le moins de choses qu'on puisse faire. Ça me paraît quelque chose d'évident. Enfin, bon, oui. Qu'est-ce qui vous plaît, docteur Cohen? Qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans ce métier de chirurgien? Bien sûr, c'est le contact humain, mais parce que c'est quand même tous les jours la vie de personnes lorsqu'on fait qu'on est chirurgien. Donc, il y a entre vos mains, bien sûr, vous êtes un sabab, mais il y a cette responsabilité-là, et en même temps, vous avez tellement d'amour pour l'autre. Je pense que c'est cet amour-là qui vous motive encore plus. Oui, tout à fait. Et puis, d'autant plus que la chirurgie offre un côté qu'on ne retrouve pas dans les autres professions médicales. C'est-à-dire que le plus important et le plus satisfaisant et réconfortant, c'est que l'on voit par exemple un patient qui a mal, qui souffre, et que après une intervention, le lendemain, il a le sourire, il est soulagé. Ouais. Cette rapidité, cette efficacité me réjouit énormément. Ouais, je pense que c'est ça, hein, le fait de vous dire, ben voilà, la vie des gens, lorsque vous opérez, elle est importante. Et puis le fait que vous les voyez le lendemain sourire autour de leur famille, bah, vous vous dites que vous êtes utile pour l'humanité. Je pense que c'est ça aussi, hein, cette mission de vie peut-être. Hein. Cette notion, cette sensation d'utilité est extrêmement importante pour moi. Enfin, je crois que pour tous les humains. D'ailleurs, on est là pour être utile aux autres. Et à soi aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez, pendant justement vous opérez, est-ce que vous avez des petites habitudes? Il y a des chirurgiens, ils mettent de la musique classique, d'autres qui... Chacun va mettre justement quelque chose, une atmosphère de bien-être. Est-ce que vous avez ça aussi pendant, au niveau du bloc opératoire?
Ben écoutez, ça arrive de temps en temps, pas toujours. Malheureusement, on pourrait le faire plus souvent, Ouais, mais c'est pas vraiment important lorsqu'on est bien entouré avec des aides opératoires, des anesthésistes avec lesquels on s'entend. Il y a souvent une ambiance qui peut transcender la musique et tout ce qu'on peut avoir à côté. c'est ça, Le exactement. plus important, c'est d'être concentré, d'être efficace, Ouais. et puis que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, docteur Cohen, donc vous êtes chirurgien, mais vous êtes aussi écrivain. Donc, vous avez écrit 3 romans, Oui. dont Bloc des contradictions, pour le plaisir, et Les Châtrés. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement des 2 premiers romans, et on va plus s'attarder après justement sur le dernier, Les Châtrés. Avec plaisir. Alors, le premier roman qui s'appelle Le Bloc des contradictions, je l'ai écrit à peu près 4 ou 5 ans. C'est un roman qui s'articule autour d'une histoire d'amour entre, comme par hasard, un médecin et une fille élevée dans les traditions marocaines. Ouais. Et je voulais absolument, autour de cette histoire d'amour, qui est une histoire assez intéressante, je voulais parler d'un phénomène que nous vivons au Maroc et qui pose énormément de problèmes à la société civile. Ouais. C'est le problème de l'avortement clandestin. Ah oui. Et dans cette histoire d'amour, les deux personnages vont avoir une vie extraordinaire pendant un certain moment. Mmh. Et comme ils ne sont pas mariés, ils vont finir par avoir euh, une grossesse qui va aboutir par la force des choses, du fait des conditions sociales au Maroc, à un avortement. Et donc, dans ce roman-là, je déplore justement le fait qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à cet aspect de la chose. D'autant plus que l'on sait au Maroc qu'il y a à peu près entre 600 et 800 avortements clandestins par jour, Quand avec même. tous les méfaits que ça Ouais. apporte, des conditions d'avortement difficiles, dans des conditions pas sécurisées, où Mmh. parfois on a la mort du bébé, la mort de la mère, ou s'il n'y a pas des complications qui suivent après. Donc je voulais absolument pousser un cri de... Passer un message. Voilà. Ouais. Passer un message sur des C'était faits un message réels. pour parler justement de l'avortement, mais bon, j'avais articulé autour d'une fiction pour Mmh. justement faire passer ce message-là. Alors Le ensuite, deuxième roman est... oui? Pardon? Non, non, dites-moi, continuez. Ouais, alors le deuxième roman, c'est tout autre chose. Ça parle d'une relation d'amitié, une amitié forte, ou on pourrait dire une amitié amoureuse entre deux filles que tout oppose et que l'amitié va unir. Ils vont, c'est un roman qui m'a permis d'abord de me mettre dans la peau d'une femme, parce que la narratrice est une femme, et, euh, et ainsi Mmh. d'explorer, si vous voulez, les sentiments et les affects féminins. C'est un pari. Je Ouais. pense que le pari a été réussi parce que le roman a connu, a rencontré le public. Ouais. Et, euh, et pendant toutes les réunions que j'ai effectuées à propos de ce roman-là, il y a énormément de gens qui se sont reconnus dans l'un ou les deux personnages. Donc c'est une histoire qui décrypte les sentiments féminins. Enfin bon, on parle d'amour, d'amitié, de jalousie, de haine, Ouais. de Toutes les beaucoup de choses. émotions que peut Et rencontrer la femme. c'était l'occasion pour glorifier l'amitié que je considère comme la vertu la plus importante entre les humains. C'est sûr. Mais c'est important qu'un homme puisse se mettre dans la peau d'une femme pour pouvoir justement décrypter les émotions, parce qu'on sait très bien que les émotions féminines sont très complexes. Déjà même la femme elle-même, elle essaye de se chercher, de se trouver, mais là, en l'occurrence, qu'un homme puisse se mettre dans la peau d'une femme pour pouvoir justement décrypter ces émotions-là, qui sont des émotions très fortes, et aussi des émotions très énormément dans la contradiction, dans la dualité, dans essayons de trouver justement le juste milieu. Alors, ensuite, après ces deux romans, il y a Les Châtrés qui arrivent, donc Les Châtrés qui arrivent aux éditions La Croisée des Chemins. Parlez-nous justement de ce roman. Pourquoi ce titre et pourquoi ce sujet aussi? Eh bien, écoutez, depuis un certain moment, j'avais envie de parler du projet transhumain. C'est un sujet qui me passionne énormément et c'est un sujet qui trouve ses origines
dans la troisième révolution industrielle qui s'articule autour du web, de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Ouais. Et en tant que médecin, je suis très proche de ce problème-là et je me demande effectivement quel serait le devenir des humains dans un avenir proche, parce que l'humanité a évolué en 30 ans d'une façon extraordinaire, beaucoup plus que ce qu'elle a évolué pendant les 30 siècles précédents. Et cette évolution aboutit donc à une nouvelle humanité. Et alors le sujet transhumain, vous savez, c'est ce projet qui est né dans la Silicon Valley et qui est aussi exploré de l'autre côté je veux dire en Asie. Et le projet donc consiste à vouloir augmenter les capacités physiques, intellectuelles des humains et du coup d'augmenter leur longévité. C'est-à-dire qu'on vivra certainement dans quelques années 120 ou 150 ans ou 160 ans, peut-être 200 ans. Il y a même ceux qui parlent de la mort, enfin je ne sais pas. Il y a un roman de Laurent Alexandre, qui est un chirurgien urologue et qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle et qui a sorti un roman il y a 4 ou 5 ans qui parle de la mort de la mort. Donc c'est un sujet qui me passionne énormément, qui m'intrigue en même temps. Et pour en parler, il a fallu donc imaginer une fiction, enfin une espèce de pandémie qui allait décimer la moitié de l'humanité et rendre stérile l'autre moitié. Et donc, à cause justement de ça, il pousse les humains à trouver la solution pour justement pallier à cette stérilité collective, enfin stérilité générale. Et ça passe je me suis dit que ça ne pouvait passer que par l'intelligence artificielle, que par la manipulation du génome, par les nanotechnologies, par la biotechnologie, etc. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à parler du transhumain. Alors c'est vrai que c'est un sujet passionnant, c'est-à-dire que vous imaginez vivre 120 ou 150 ans, s'il y a tellement de choses à faire, tellement de livres à lire, tellement de gens à rencontrer, tellement d'amour à donner et à prendre, que c'est vraiment passionnant. Mais c'est aussi un danger, c'est aussi un danger, docteur. Le fait justement d'utiliser les génomes, on parle aussi des cellules souches maintenant, on parle aussi du transhumanisme, de vouloir augmenter l'espérance de vie chez l'humain, mais à quel prix? Et quelles seront justement ensuite, est-ce qu'il y aura des mutations, puisque nous savons très bien qu'il y a des risques aussi de mutations entre des génomes, pour le rajouter déjà à notre cariotype nous-mêmes d'être humain, quels sont les risques? On a l'impression que l'être humain, dans ce sujet de transhumanisme, se prend pour Dieu, de vouloir transformer. On voit les hybridations, on voit aussi le phénomène au niveau embryonnaire, où maintenant on va faire des bébés, des fœtus hors du corps de la mère. On se dit, où va l'humain aussi? C'est dangereux quand même. Mais écoutez, d'un côté, c'est effectivement dangereux parce qu'on ne sait pas. Paul Valéry disait que l'homme sait ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. Ouais. C'est-à-dire que on va effectivement manipuler le génome, on va arriver à des résultats extraordinaires, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, on ne sait pas jusqu'à présent, on ne connaît pas les répercussions à venir. Mais d'un côté, c'est séduisant, effectivement. Vous imaginez, manipuler le génome, ça veut dire aussi éliminer toutes les maladies héréditaires, éliminer toutes les malades qui arrivent, des bébés qui arrivent avec des mucoviscidoses, des maladies graves qu'on ne peut pas guérir, etc. En manipulant le génome, on va pouvoir régler ce genre de problème. On va aussi faire une sélection, c'est-à-dire que qui va refuser d'avoir un beau bébé avec mettons des yeux bleus et des cheveux blonds, grands de taille, etc. Donc, on va peut-être. C'est à ce niveau-là que se situe la dérive. C'est-à-dire qu'on peut, d'un côté, régler des problèmes et éviter cette sélection naturelle et cette injustice naturelle qui sont les maladies héréditaires. Et d'un autre côté, on va peut-être s'orienter vers la sélection. Et c'est une sélection qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas tout à fait favorable aux humains. Alors, d'un côté et de l'autre côté, effectivement, le fait d'augmenter les capacités physiques et intellectuelles, ça suppose transformer l'humain. Bien sûr.
Mais c'est déjà fait, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une illusion. C'est déjà fait. Quand vous mettez un pacemaker à quelqu'un, c'est pour faire fonctionner un cœur fatigué. Il y a aujourd'hui des rétines artificielles qui font voir l'aveugle, il y a des appareils synthétiques qui font écouter le sourd, il y a des organes, enfin des membres qu'on implante et qu'on fait bouger par la pensée à travers l'informatique. C'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, on se demande, enfin moi, personnellement, je me demande pourquoi tout ça, vivre longtemps, même si on vit en bonne santé, à quoi bon? L'absurdité de la vie est la même. Qu'on vive à 60 ou 200 ans, la vie est toujours aussi absurde. Voilà. La vie est toujours pareille, il y aura toujours les mêmes problématiques, il y aura toujours... Alors, le fait de vivre 100 ans, 120 ans, 150 ans, en étant justement dans ces pensées, ces fausses croyances-là, de se dire que nous pouvons dominer la mort, alors que la mort en soi est une certitude pour chacun d'entre nous. On essaie de prolonger la vie, mais à quel prix, encore une fois? Il est important justement de faire le pour et le contre. C'est important dans des cas comme ce que vous venez de citer, un pacemaker pour une personne justement qui a un problème, une malformation cardiaque ou un problème cardiaque. C'est important juste que, par exemple, pour une personne qui a été amputée, d'avoir justement cette prothèse qui va, grâce à l'intelligence artificielle, par les pensées, permettre de bouger cette prothèse. Mais là, lorsque on parle de couleur de yeux d'enfant et tout, de se dire, bon, moi je veux un bébé avec les yeux de couleur bleue et pas marron, là on se dit, là on va vraiment dans l'illusion de l'humain, du concept de la beauté qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi rentrer dans ce jeu-là? Si c'est pour sauver des vies, oui, comme vous sauvez des vies, grâce à votre métier. Mais si c'est pour essayer de contrôler justement ce génome humain qui a été créé, là je parle dans un cadre en tant que croyante, dans un cadre divin, c'est-à-dire qu'on nous a donné ce patrimoine génétique, même par exemple une pathologie génétique comme certaines pathologies génétiques comme les thalassémies, surtout au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de thalassémies, des bêta-thalassémies. Est-ce que réellement... le fait de changer ça, c'est important? Ben justement, le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve un moyen de régulation de ces choses-là. De toutes les manières, même si on ne le fait pas, si ça ne se fait pas aux États-Unis, ça se fera en Chine. Aujourd'hui, on est capable de rentrer dans l'intime et de contrôler la pensée des êtres humains. Dans des écoles asiatiques, on met des casques à des enfants et on peut calculer leur taux de concentration pendant le cours. Et l'informatique envoie aux parents le résultat de la courbe de concentration de l'enfant pendant son cours. C'est vraiment une intrusion, c'est une violation de la pensée. Et ça va pas s'arrêter là. Et c'est ça ce qui m'angoisse un petit peu, justement, parce que autant faire des choses pour avancer, pour guérir, pour soigner, pour améliorer, oui. Mais je suis persuadé qu'on ne s'arrêtera pas là et on est pratiquement poussé dans le dos pour aller, pas nous, mais bon, il y a les gens qui font ce genre de trucs vont vers l'innovation pour l'innovation. J'en prends pour exemple l'iPhone ou le smartphone que vous achetez aujourd'hui qui est obsolète 15 jours après ou qui est obsolète 3 ou 4 mois après, vous êtes obligé d'acheter le second. Ça ne rend pas ni heureux ni libre, mais on le fera quand même. Donc on est dans un monde où on fait de l'innovation que pour l'innovation. Le progrès qui allait rendre les hommes heureux et libres est pratiquement révolu. On n'est plus dans ce cadre-là et j'ai bien peur qu'on ne puisse pas arrêter cette philosophie. C'est ça, exactement. Et en fait, on a l'impression qu'en réalité, l'être humain recherche la liberté, mais il se rend lui-même prisonnier de sa technologie. On le voit, hein, la plupart des gens, même dans les métros, maintenant, c'est que le portable. Il n'y a plus cette communication entre les humains. Donc, en réalité, et même, on va de là, il y a vraiment des études au niveau aussi de l'intelligence artificielle. Vous avez parlé justement de manipulation du génome. On le voit lorsque il y a des hybrides entre deux, on prend deux animaux, des génomes d'animaux, et qu'on va en faire
vers justement un animal hybride, on se dit mais à quel point l'humain justement scientifique entre guillemets, parce que tous les scientifiques ne sont pas comme ça, ils ont une éthique, ils ont des valeurs humaines et beaucoup de scientifiques ne veulent pas transgresser justement ce génome humain ou les manipulations justement de l'humain. Et je pense que comme vous, ce livre, ce roman, Les Châtrés est très important dans le sens où il nous amène à la réflexion, à cette introspection propre et personnelle de se dire mais qu'est-ce que je veux réellement? C'est ça aussi, je pense, qui est important, docteur. Oui, tout à fait. Justement, c'était le but du roman, c'est justement poser cette question-là, poser la question du sens de la vie, poser la question de l'innovation pour l'innovation, du progrès, quelle est la finalité de tout ça. Si c'est pour changer l'humain, ça me pose un petit problème. Enfin, si c'est pas un gros problème. Et comme vous dites, vivre indéfiniment, c'est antinomique. Nous sommes nés pour mourir. Et c'est une question qui pour moi est difficile à résoudre. Enfin, c'est pratiquement antinomique. Voilà, autant le progrès est bénéfice pour les êtres humains à un certain degré, autant la voie que prennent certains aujourd'hui pour justement manipuler le génome et transformer l'humanité, hybrider l'homme par la machine. Vous imaginez si demain on implante des puces derrière la tête ou dans le cerveau pour devenir omniscient, omnipuissant, etc. C'est vraiment fauté par hubris et par démesure, et je pense que c'est pas une très très bonne chose pour l'humanité. Je crois que déjà c'est fait dans certains pays. C'est déjà fait dans certains pays. On implante des petites puces. Je crois que ça s'appelle AirFeed ou quelque chose comme ça. Donc c'est déjà fait ça. Mais c'est vrai que ça fait peur quand même. Ça fait peur parce que on se dit mais est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que réellement l'humanité peut faire un stop dans le sens où se dit « Ah, ok, ça détruit notre humanité ». Déjà, on le voit, que la technologie actuelle, on voit beaucoup de bouleversements au niveau de l'écologie, au niveau de notre planète, les tremblements de terre, de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus de séismes, enfin de volcans aussi qui sont en éruption de plus en plus. Et on voit qu'il y a aussi des mutations même au niveau des végétaux et des animaux. Donc, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est la vraie question. Où est-ce qu'on va? Alors, on a besoin d'États régulateurs, on a besoin de formation, on a besoin de préparer nos enfants pour l'avenir. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui vont faire fi de cette régulation, qui vont certainement aller plus loin dans l'exploration de l'humain, dans la transformation de l'humanité. Et je ne suis pas de nature pessimiste, mais je me pose vraiment la question de la finalité de tout ça. C'est sûr. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos romans, Dr Cohen? Eh bien, écoutez, l'éditeur est marocain, donc ils sont disponibles dans toutes les librairies marocaines. Il m'a fait savoir que dans quelques mois, le roman va être coédité par une maison française, donc il sera disponible, j'espère, au mois de juin, en France, en Belgique, au Canada et en Suisse. C'est important en tout cas, parce que lire vos romans, ce sont des romans à la fois de fiction, mais en réalité qui calquent notre humanité et la réalité des problèmes. Et ça, c'est important de l'avoir mis sous forme de roman, ainsi vous ciblez personne, mais en même temps vous amenez à cette réflexion propre de l'humain pour ne pas blesser l'ego humain, mais en même temps pour l'amener à cette introspection de « Allez, maintenant on se stoppe, où est-ce qu'on va ?» Et c'est ça qui est important. Et réfléchir, bien sûr. Ouais. Docteur Cohen, un dernier mot pour ceux qui nous suivent justement sur RTV et qui ont vu en ce mois de Ramadan, c'est important justement, c'est le mois du partage, c'est le mois de la solidarité, c'est le mois aussi de l'éducation qui nous amène justement à l'introspection. Quel serait le message que vous aimeriez dire à ceux qui nous suivent dans cette émission interview? J'ai deux messages. Un premier message humaniste qui dit qu'il faut faire de telle sorte à produire autour de soi de l'amour, de la tendresse, de l'amitié et de l'entraide. Et le deuxième message est un peu plus pratique, si vous voulez, peut-être bien médical, c'est-à-dire que pour les gens qui jeûnent,
il faudrait qu'au moment du jeûne, de la rupture du jeûne, qu'ils prennent un demi-verre de lait et une date, se reposer 5 ou 10 minutes ou aller faire sa prière avant de remanger, parce que justement, il ne faut pas se jeter sur la nourriture, remplir son ventre rapidement, parce que ça pose des problèmes après, parce que bon, d'abord, on n'est pas bien, et après, on grossit, et puis voilà. Donc, voilà mes 2 messages pour les gens au cours de ce mois de Ramadan. Et je voudrais aussi vous remercier pour cette émission-là. Et vous avez peut-être un mot de la fin, non? Vous m'avez dit quoi? Non, je vous disais que je vous remercie pour cette émission-là et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ah, Inch'Allah. En tout cas, Sahaftourk, docteur Cohen, et Sahaftourkum à vous aussi. Merci de nous avoir suivis dans cette superbe émission interview pour le mois de Ramadan. Au revoir.